Un rayon de soleil, cela semble simple, presque banal. Pourtant, un rayon de soleil cache une histoire qui a bousculé la science. Un jour, Isaac Newton a décidé de regarder autrement ce rayon, et ce qu'il a découvert a changé notre façon de voir le monde pour toujours. Toi aussi, tu peux suivre ce chemin et comprendre comment un simple faisceau de lumière a ouvert la porte à une révolution. Imagine-toi dans une chambre presque noire au XVIIe siècle avec une seule ouverture dans le volet pour laisser passer un fin rayon de soleil. Pas d'ampoule, pas d'écran, pas de lampe LED, juste la lumière du jour, brute, qui traverse un petit trou dans le bois. C'est dans un décor de ce genre qu'un jeune homme nommé Isaac Newton commence à se poser des questions que presque personne ne se pose vraiment. À cette époque, la lumière, c'est un peu comme de la magie. On sait qu'elle permet de voir, on a inventé des lunettes, des télescopes, des microscopes, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle est. Beaucoup de savants pensent que la lumière blanche est pure, parfaite, comme quelque chose de simple et uniforme. Les couleurs, pour ces savants-là, elles apparaissent seulement quand la lumière est transformée par un objet. Un vitrail coloré, une flamme, un bout de verre taillé, un arc-en-ciel, etc. On se dit que c'est l'objet qui fabrique la couleur. Mais Newton, lui, il ne se contente pas de cette réponse. Il a déjà la réputation d'être quelqu'un d'obsédé par les questions et il démonte, il observe, il calcule. Pour lui, la lumière est un phénomène à comprendre, presque un secret à percer. Là où d'autres se satisfont d'une explication vague, lui, il veut des preuves, des expériences, des résultats clairs. Quand Newton regarde un rayon de lumière, il n'y voit pas seulement quelque chose qui éclaire sa feuille de papier. Il se demande d'où viennent les ombres nettes, pourquoi la lumière se reflète sur l'eau, pourquoi le verre semble la dévier. Il se pose aussi une question simple qui, en réalité, est énorme. Cette lumière blanche, que tout le monde considère comme naturelle, est-elle vraiment aussi simple qu'elle en a l'air ? À l'époque, un objet fascine particulièrement les savants, le prisme. C'est un morceau de verre transparent, souvent triangulaire. Quand la lumière le traverse, il peut produire de jolis reflets, des couleurs parfois. Newton, il va s'en servir comme d'un outil de dissection, comme un scalpel pour ouvrir la lumière. Ce qui le distingue des autres, ce n'est pas seulement qu'il a des idées, c'est la manière dont il les teste. Newton ne se contente pas d'imaginer, il construit des expériences. Donc, il ferme les volets, il perce un petit trou, il place soigneusement le prisme à certains endroits, il change l'angle, la hauteur du rayon, la distance par rapport au mur, il note, il compare. Il agit simplement comme le grand scientifique qu'il est. Et en science, la curiosité est fondamentale. Pour cette raison, il se pose plusieurs questions. Que se passe-t-il exactement quand la lumière traverse ce bloc ? Et si la lumière blanche n'était pas si blanche que ça ? Et si derrière ce blanc se cachait quelque chose de plus complexe, de plus coloré, de plus surprenant que ce que les gens imaginent ? C'est ce fil qu'il va décider de tirer patiemment dans le noir de sa chambre avec un rayon de soleil comme seul indice. Bon, retournons dans cette chambre sombre. Les volets sont presque entièrement fermés. Newton laisse juste un petit trou dans un des panneaux pour qu'un fin rayon de soleil traverse la pièce. Sur le chemin de ce rayon, Newton place le fameux prisme de verre. Il est triangulaire, transparent, un peu comme un morceau de glace taillé. Newton va lui demander de montrer ce que la lumière blanche a dans le ventre. Dès que le rayon entre dans le prisme, quelque chose de curieux se produit. Au lieu de continuer tout droit, la lumière est déviée. Elle tourne un peu en entrant dans le verre. Puis, à nouveau, en ressortant. C'est ce qu'on appelle la réfraction. Quand la lumière passe d'un milieu à un autre, par exemple de l'air au verre, elle change de direction. C'est ça la réfraction. Car sur le mur de la chambre, à la place d'une simple tache allongée et blanche, il apparaît une bande de couleurs, comme un petit arc-en-ciel horizontal. Du rouge d'un côté, du violet de l'autre, et entre les deux, tout un dégradé. Orangé, jaune, vert, bleu. Et ce qui est fascinant, c'est que tout cela est à partir d'un seul rayon de soleil. Tu as peut-être déjà vu ce phénomène sur un mur, un jour de beau temps, quand la lumière traverse un verre d'eau ou un bijou en cristal. Tu trouves ça joli? Ben Newton, lui, il y voit un message. C'est pas juste un effet décoratif. Non. Ça soulève une question importante. Comment une lumière blanche peut-elle se transformer en toutes ces couleurs différentes? Il commence donc par faire ce que ferait un bon curieux. Il vérifie. Est-ce que ce n'est pas juste un accident de la pièce? Ainsi, il change le prisme de place, il bouge le trou dans le volet, rapproche ou éloigne le prisme du mur. À chaque fois, le même spectacle se produit. La lumière se déploie en une série de couleurs ordonnées. Ce n'est pas un simple hasard, c'est un phénomène régulier. À ce stade, on pourrait encore se dire, d'accord, le prisme fabrique les couleurs. La lumière blanche arrive, le prisme la déforme un peu, et comme par magie, des couleurs apparaissent. Beaucoup de savants de l'époque s'en contenteraient, Newton non. Pour lui, une seule expérience ne suffit pas. Il décide donc de jouer avec le rayon. Il rétrécit encore le trou dans le volet pour obtenir un faisceau plus fin, plus net. Il incline le prisme à différents angles, mesure la position du spectre sur le mur, et surtout, il met une sorte d'écran
par exemple une feuille ou un carton, je n'ai pas très bien trouvé, ça dépend des sources, mais en gros sur ce carton, il y a juste une petite fenêtre pour laisser passer une seule couleur à la fois. Visualise la scène. Sur le mur, tu as ton arc-en-ciel. Newton place un carton avec une fente, de sorte qu'il ne laisse passer, disons, que le vert. Toute la bande de couleurs, elle est bloquée sur ce carton, sauf une fine zone verte. Cette lumière verte, isolée, il la laisse ensuite traverser un second prisme, placé, cette fois-ci un peu plus loin. Et la surprise, le deuxième prisme ne transforme pas cette lumière verte en un nouveau petit arc-en-ciel. Il la dévie, la déplace, mais elle reste verte. Pas de mélange, pas d'éclatement supplémentaire. Si la couleur était vraiment créée par le prisme, on pourrait imaginer que le deuxième prisme recrée encore d'autres couleurs à partir de ce vert. Mais ce n'est pas le cas. Newton répète l'expérience avec le rouge, le bleu, le jaune, toujours le même constat. Une fois qu'une couleur est isolée, elle garde son identité en traversant un autre prisme. Elle peut changer de direction, d'intensité, mais elle ne se recasse pas en d'autres couleurs. Le prisme agit donc plutôt comme un outil de tri ou de dissection que comme une machine à fabriquer de la couleur. Bon, voilà pour cette expérience. On pourrait penser que Newton va s'arrêter là, mais non. Car Newton décide de recomposer la lumière. Il se dit que si un prisme peut séparer la lumière blanche en couleurs, peut-on faire l'inverse, c'est-à-dire rassembler des couleurs pour retrouver du blanc. Après le premier prisme qui crée le spectre, il utilise un deuxième prisme placé d'une certaine façon pour faire converger les rayons colorés. Le résultat est que les différentes couleurs, une fois de nouveau réunies, donnent une lumière blanche. Comme si on remontait le film à l'envers. Tu pars d'un rayon blanc, tu le fais passer par un prisme, et c'est allé en arc-en-ciel, tu prends les couleurs de cet arc-en-ciel, tu les forces à se recroiser avec un autre prisme, et tu retrouves le blanc de départ. C'est un peu comme si tu prenais une chanson, la séparais en différentes pistes, donc la basse, la voix, la guitare, la batterie, etc., puis les remettais ensemble pour retrouver le morceau complet. Bon, je pense que tu as déjà compris, mais tout ça, c'est énorme. Dans cette chambre sombre, avec ce rayon de soleil et ces morceaux de verre, Newton vient de mettre le doigt sur quelque chose de fondamental. La lumière blanche n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Elle contient déjà en elle toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le prisme ne fait que les séparer comme un peigne qui démêle une chevelure emmêlée. Les expériences de Newton, surtout celles avec le second prisme et la recomposition de la lumière blanche, racontent une histoire importante. Quand il isole une couleur, par exemple le rouge, et la fait passer seule dans un deuxième prisme, elle reste rouge. Elle ne se met pas à se décomposer en d'autres couleurs. Ça veut dire que cette lumière rouge a une sorte d'identité propre. Elle n'est pas un mélange d'autres couleurs cachées. En observant le spectre qui apparaît sur le mur, Newton comprend que ce que l'on appelle lumière blanche est en fait un mélange de rayons de différentes natures, que nous percevons chacun comme une couleur précise. Ces rayons cohabitent tranquillement dans le même faisceau, et quand la lumière traverse un prisme, ces rayons sont séparés, parce qu'ils n'ont pas exactement la même façon de se laisser dévier par le verre. Le prisme ne crée donc rien, il trie. Pour te faire une image, imagine que la lumière blanche est comme un sac de billes. De loin, tu vois juste un gros sac qui a l'air d'être une seule chose. Le prisme, lui, joue le rôle de quelqu'un qui renverse le sac sur la table et étale les billes. Tu trouves alors qu'il avait des billes rouges, vertes, bleues, jaunes, toutes mélangées. Le sac n'a jamais fabriqué les couleurs, il les contenait déjà. Newton pousse cette idée plus loin en réfléchissant aux objets colorés qui nous entourent. Quand tu regardes, une pomme rouge, comme par hasard, la lumière du soleil qui tombe dessus contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pourtant, ce qui arrive à ton œil, c'est surtout du rouge. Pourquoi ? Newton propose une explication simple et puissante. L'objet ne crée pas le rouge, il sélectionne. La pomme absorbe une partie des couleurs et en renvoie d'autres. Ce qu'elle renvoie vers ton œil, c'est surtout le rouge. Un t-shirt bleu renvoie surtout le bleu. Une feuille verte renvoie surtout le vert. Autrement dit, les objets ne se comportent pas comme des peintres qui inventent une couleur, mais comme des filtres qui laissent passer certaines composantes de la lumière et en retiennent d'autres. Cela colle parfaitement avec ce que Newton a observé avec ses prismes et ses fentes. Quand il bloque une partie du spectre et ne laisse passer qu'une couleur, il obtient un rayon pur qui garde son caractère jusqu'au bout. Bon, bien évidemment, cette manière de voir les choses ne fait pas plaisir à tout le monde à l'époque. Elle contredit les modèles de philosophes respectés qui pensaient que la lumière et les couleurs étaient liées à des qualités plus vagues, presque nobles ou liées à la nature profonde des objets. Newton arrive avec ses volets fermés, ses petits trous, ses prismes, et il dit en gros, on s'est trompé comme des merdes. La lumière blanche n'est pas pure, elle est composée. Les couleurs, ce sont des rayons différents qui se mélangent ou se séparent. Évidemment, ça bouscule des années d'habitude intellectuelle. Mais ces arguments, ils sont solides, parce qu'ils reposent sur quelque chose que tout le monde peut, en principe, vérifier. Ce n'est pas une théorie sortie de nulle part, ce sont des expériences répétables. Tu peux prendre un prisme, une source de lumière, et observer toi-même que le rouge reste rouge dans un second prisme, que les couleurs se recomposent en blanc.
La force de Newton, c'est de lier des idées simples à des gestes concrets. Ce qu'il introduit aussi, sans forcément le formuler comme on le fait aujourd'hui, c'est l'idée que chaque couleur correspond à une certaine manière d'être de la lumière. Plus tard, on parlera de longueur d'onde ou de fréquence, mais pour l'instant, Newton se contente de constater que les différentes couleurs ne se comportent pas de la même façon quand elles traversent le verre. Le rouge, par exemple, il est moins dévié que le violet. Et il y a donc quelque chose qui les différencie physiquement, même si on n'a pas encore les mots modernes pour le décrire. En plus de ça, Newton donne un vocabulaire et une méthode pour décrire les couleurs. Il ne parle pas seulement de rouge ou de bleu comme des sensations vagues, il les associe à des positions précises dans le spectre. Sur son mur, chaque couleur occupe une place particulière, à une certaine distance du point où la lumière serait tombée sans prisme. Il commence à traiter les couleurs comme des grandeurs que l'on peut mesurer, situées, ordonnées. Pour toi aujourd'hui, beaucoup de ces idées semblent aller de soi évidemment. Tu as déjà entendu parler de spectre, d'arc-en-ciel, de décomposition de la lumière. Tu sais que les objets colorés absorbent certaines couleurs et en reflètent d'autres. Mais toutes ces notions, quelqu'un a dû les mettre au clair un jour. Ce quelqu'un, pour la lumière, c'est en grande partie Newton. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette nouvelle vision de la lumière va influencer plein d'autres domaines. Comprendre que la lumière blanche est un mélange de couleurs, c'est ouvrir la voie à l'idée que la lumière peut être analysée, découpée, étudiée en détail. C'est ce qui permettra plus tard d'analyser la lumière des étoiles pour savoir de quoi elles sont faites. C'est aussi ce qui permet de créer des instruments comme les spectromètres, utilisés dans les laboratoires, dans l'industrie ou même en médecine. Après avoir compris que la lumière blanche est un mélange de différentes couleurs, Newton ne se contente pas de se dire « voilà, c'est comme ça ». Il veut aller plus loin. Il se pose une question que tu t'es peut-être déjà posée toi-même aussi. Au fond, qu'est-ce que c'est la lumière ? Pas ce qu'elle fait, pas comment elle se décompose, mais ce qu'elle est. Ce que je m'apprête à dire est évidemment son interprétation à lui. Donc pour lui, la lumière est constituée de minuscules corpuscules, c'est-à-dire de petites particules très rapides qui partent des sources lumineuses et se déplacent en ligne droite. Quand tu regardes une bougie, le soleil ou une lampe, tu peux imaginer une sorte de jet de particules qui jaillissent dans toutes les directions. Ton œil en reçoit une partie et c'est ce qui te permet de voir. Alors, pourquoi cette idée lui plaît autant ? D'abord parce qu'elle colle bien avec ce qu'il observe. Quand la lumière se propage, elle a l'air de voyager tout droit. Sauf quand elle rencontre un obstacle ou change de milieu. Si tu fais une ombre nette avec ta main sur un mur, tu vois bien que la lumière semble suivre des lignes droites qui sont bloquées par les objets. C'est plus facile à imaginer avec quelque chose qui ressemble à un flux de particules, un flux de projectiles, qu'avec une sorte de tremblement ou une vibration invisible, donc les ondes. Ensuite, la théorie des corpuscules l'aide à expliquer deux phénomènes importants, la réflexion et la réfraction. Commençons par la réflexion. Quand tu regardes ton visage dans un miroir, tu vois qu'un rayon lumineux qui arrive sur le miroir repart dans une autre direction, comme une balle de ping-pong qui est rebondie sur une table. Newton imagine que les petites particules de lumière arrivent sur la surface du miroir, sont repoussées par cette surface et repartent en suivant une règle simple. L'angle avec lequel elles arrivent est égal à l'angle avec lequel elles repartent. C'est exactement ce qu'on observe en optique. Et l'image des particules qui rebondissent comme des balles fonctionne très bien pour décrire cela. La réfraction, par contre, c'est un peu plus subtil. Tu la vois par exemple quand une paille plongée dans un verre semble cassée à la surface, ou quand ton bras paraît déformé dans une piscine par exemple. La lumière change de direction, passant de l'air à l'eau ou au verre. Newton propose une idée pour expliquer cela avec ses corpuscules. Quand les particules de lumière approchent d'un milieu comme le verre ou l'eau, elles sont attirées par ce milieu. Elles pénètrent dedans avec une vitesse un peu différente, ce qui les fait tourner légèrement. Comme si en arrivant sur une frontière, elles étaient un peu déviées par une force. Voilà donc son explication. Et les couleurs dans tout ça. Newton va jusqu'à imaginer que les différentes couleurs correspondent à des particules de lumière légèrement différentes entre elles. Par exemple, il propose que les corpuscules associés au violet ne soient pas exactement identiques à ceux associés au rouge. Ils n'auraient pas la même taille, pas la même façon d'être attirés par la matière. Comme chaque type de particule réagit un peu différemment lorsqu'il traverse le verre, cela expliquerait pourquoi le prisme les sépare et pourquoi chaque couleur est déviée d'une manière bien précise. Dit autrement, la couleur ne serait pas seulement une impression dans ton œil, mais un signe que tu reçois un certain type de corpuscule lumineux. Une lumière rouge sera un flot de particules rouges, une lumière bleue un flot de particules bleues, et la lumière blanche un mélange de toutes ces particules différentes en même temps. Avec ces idées, Newton parvient à construire un modèle cohérent de beaucoup de choses que tu vois tous les jours. Il explique pourquoi les rayons lumineux semblent droits, pourquoi les ombres sont nettes, pourquoi les objets réfléchissent plus ou moins la lumière, pourquoi un prisme sépare les couleurs. Il pousse même l'analyse très loin jusqu'à des phénomènes plus surprenants, comme les couleurs que tu peux observer sur des bulles de savon ou sur une fine pellicule d'huile à la surface de l'eau par exemple. Ce qui est important pour toi, surtout, c'est pas de retenir les détails techniques de sa théorie, mais de voir comment il travaille.
Newton part de ses expériences, de ce qu'il observe avec ses prismes, ses miroirs, ses verbes courbes. Il se construit ensuite une image de la lumière qui lui semble logique à partir de ses observations. Une pluie de particules extrêmement rapides qui obéissent à des lois mécaniques comme des petits objets. À l'époque, cette façon de faire de la science séduit beaucoup. La mécanique avec ses lois claires sur les forces, les vitesses, les trajectoires est en train de triompher. Newton l'utilise déjà pour décrire le mouvement des planètes, les chutes des objets, les trajectoires des projectiles, ce pourquoi il est surtout connu en fait. Et appliquer cette même logique à la lumière, c'est donner une sorte d'unité au monde. Les mêmes idées, les mêmes types de lois permettraient d'expliquer à la fois une pomme qui tombe et un rayon qui traverse une vitre. Et là, si tu as bien suivi les cours au lycée, tu pourrais te dire « Oui, mais aujourd'hui, on sait très bien que la lumière a aussi un comportement ondulatoire. » Et c'est totalement vrai. Pourtant, ça ne rend pas Newton dépassé ou ridicule. Au contraire, sa théorie corpusculaire était extrêmement efficace pour expliquer beaucoup de phénomènes connus à son époque, et même certains qui seraient découverts plus tard. Elle sera d'ailleurs en partie réhabilitée avec la physique moderne quand on parlera de photons, ces sortes de grains de lumière, même si la vision moderne est bien plus subtile que celle de Newton évidemment. Ce qui compte aussi, c'est que grâce à ce modèle, Newton ose proposer une vision globale de l'optique et construit une histoire cohérente. La lumière vient en ligne droite, elle est composée de corpuscules, elle contient des couleurs différentes qui correspondent à différents types de corpuscules, elle se réfléchit et se réfracte en suivant des lois qu'on peut calculer. C'est une façon révolutionnaire en fait tout ça de comprendre le monde. À ce stade de l'histoire, Newton a une théorie de la lumière qui tient plutôt bien la route. Les corpuscules expliquent la propagation en ligne droite, les ombres nettes, la réflexion, la réfraction, la séparation des couleurs par le prisme. Beaucoup de savants sont donc extrêmement impressionnés. On a l'impression que le dossier lumière est presque bouclé. Pourtant, la nature adore les détails gênants. Tu connais peut-être ça en maths ou en jeu de logique, tu crois avoir compris la règle générale, puis tu tombes sur un cas bizarre qui ne rentre pas dans le cadre. Avec la lumière, c'est la même chose. Newton observe des phénomènes qui ont un petit peu un goût contradiction. Ils ne suffisent pas à renverser sa théorie immédiatement, mais il la fissure par endroits. Il y a plusieurs phénomènes qui posent problème, et parmi ces derniers, on peut traiter le cas des fameux anneaux de Newton. Imagine deux plaques de verre légèrement bombées l'une contre l'autre, presque en contact. Entre elles, il reste une couche d'air dont l'épaisseur varie très légèrement du centre vers l'extérieur, et quand tu éclaires ce système, tu vois apparaître des anneaux concentriques, clairs et sombres, parfois colorés, un peu comme une cible. Ces motifs peuvent rappeler les dessins que font les vagues à la surface de l'eau. Et justement, on sait aujourd'hui que ces anneaux sont le signe que la lumière se comporte comme une onde. Les différentes vagues lumineuses se renforcent ou s'annulent selon la distance parcourue. Ça crée donc des zones brillantes et des zones plus sombres. Tout à fait le genre de choses que l'on observe avec des vagues d'eau ou des sons qui se mélangent. Mais à cette époque, on ne savait pas ça. Et Newton refuse de lâcher sa vision corpusculaire. Il se doute qu'il se passe quelque chose de subtil, mais il veut le décrire sans parler d'ondes. Il imagine alors des idées compliquées. Par exemple que les corpuscules de lumière ont différents états quand ils se rapprochent d'une surface, et que ces états déterminent s'ils vont être plutôt transmis, plutôt réfléchis, ou quelque chose entre les deux. On sent bien qu'il essaye d'ajouter des éléments à sa théorie pour qu'elle tienne debout malgré ses observations dérangeantes. Et en vrai, c'est une leçon importante si tu t'intéresses un peu aux sciences. Même les plus grands se trompent parfois, ou plutôt ils ont une partie de la vérité, mais pas toutes. Ça ne diminue pas leur génie. Au contraire, leurs erreurs ou leurs hésitations deviennent parfois le point de départ d'avancées encore plus grandes derrière. Sans les expériences et les raisonnements de Newton, ceux qui défendront la lumière comme onde n'auraient pas eu autant de terrain solide pour s'appuyer en fait. On pourrait croire que l'histoire de Newton et de la lumière s'arrête avec ses prismes, ses corpuscules et ses expériences dans une chambre obscure, mais en réalité ce qu'il a construit est comme le premier étage d'un immense bâtiment où d'autres savants viendront ajouter des étages. Sans ce premier étage, les suivants n'existeraient tout simplement pas. Bon, bien évidemment, j'ai traité certains de ces étages sur cette chaîne, et je compte bien traiter les autres. Donc n'hésite pas à t'abonner, à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, ou même à rajouter des informations. Un petit like fait toujours plaisir, un grand merci, évidemment, aux tipeurs pour leur soutien régulier, évidemment, merci à toi d'être resté jusqu'au bout, à la prochaine.